Je me sens seul. Il y a toujours quelque chose de risible dans cette phrase. Quand quelqu'un la prononce devant toi, je me sens seul alors qu'il est là, en face de toi, ou elle, en train de te dire ça. Le premier réflexe, c'est quelque chose de risible pour moi maintenant. Je ne sais pas si ça l'a toujours été. C'est... En amont, si tu veux, de toutes les émotions qu'ensuite tu peux construire à partir d'une telle phrase, je pense qu'il y a ce choc, cette absurdité d'entendre en fait quelqu'un qui dit « je me sens seul » et qui s'adresse à toi. Donc cette absurdité, d'où elle vient finalement? Tu sens qu'il y a quelque chose qu'il y a un écart en fait entre ce qu'est en train de te dire la personne en s'adressant à toi et ce qu'elle ressent en fait de son propre état. Qui est-ce qui dit « je me sens seul » finalement? En réalisant ce podcast, c'est peut-être une manière de dire aussi « je me sens seul » et qui est tout aussi risible en premier lieu que toutes ces personnes qui s'adressent à nous en disant « je me sens seul ». Et du coup, on a vite envie de s'éloigner parce qu'on n'arrive pas à comprendre en fait cette absurdité. Il paraît qu'on a 10 secondes en fait sur YouTube pour attirer l'attention des auditeurs ou des spectateurs. C'est quelque chose à quoi je ne pense pas quand je commence en fait mes podcasts. Cette accroche en fait de l'attention. Tous les marketeurs en fait te parlent de ça. Accrocher l'attention. Je me sens seul, c'est une façon d'accrocher l'attention de quelqu'un. Peut-être que c'est juste ça d'ailleurs. Sauf que ça produit l'effet inverse, c'est-à-dire que tu accroches l'attention pour faire fuir en fait la personne quand tu dis quelque chose comme ça. Parce qu'elle est envahie par ce côté, par cet aspect ridicule, par cet aspect grotesque, surtout si elle l'a déjà entendu 1000 fois. Et aujourd'hui, dans cette idée de repartir à zéro, c'est un peu la même chose quand tu entends quelqu'un qui te dit allez, je recommence tout, je pars à zéro. Tu as un peu la même impression de ridicule en premier lieu. Tu absorbes en fait cette information, elle passe à travers toi, à travers tes tympans, ta cervelle, ton cœur, et puis une autre dimension également, dont on ne parle pas beaucoup. Est-ce qu'on peut appeler ça l'âme? Je reviens toujours à la même interrogation. Mais tu sens bien en fait que cette histoire en fait de dire « je me sens seul » ou bien « je repars à zéro », elle contient la même chose, elle contient la même puissance d'absurdité, elle contient la même puissance de ridicule lorsqu'on l'a entendu mille et une fois.
C'est un peu le propos de ce podcast finalement. Comment traverser le ridicule? Comment traverser l'absurdité dans laquelle nous sommes actuellement? Peut-être un peu plus précisé par cette période de confinement, mais qui est toujours là, confinement ou pas, je pense qu'elle est toujours là, cette première étape en fait du ridicule et de l'absurde. Peindre un tableau, c'est dans une certaine mesure un acte ridicule également. Si on va vraiment à l'origine en fait de cet acte en fait de peindre un tableau. Prendre des couleurs, tacher un espace bidimensionnel pour créer l'illusion d'un troisième espace. Et ce troisième espace va peut-être aussi créer un autre espace encore, plus difficile à détecter, peut-être pour celui qui regarde, mais dans lequel il s'engouffrera de toute façon. Que le tableau soit laid ou que le tableau soit beau selon son goût. Pour repartir à zéro, je pense qu'il faut tenir compte en fait de tous ces éléments et dépasser le ridicule que cette phrase impose en premier. Peut-être que lorsqu'on se dit « je repars à zéro », c'est un peu un pari que l'on pose. Alors à qui est-ce qui le pose et à qui on le pose? C'est une question. De dépasser cette sensation de ridicule. Je crois que si je remonte vraiment dans mon souvenir, dans mes souvenirs les plus lointains, cette sensation de ridicule a toujours été là. Comme un point de contact avec le monde. La première sensation du monde arrive en fait chez moi par le ridicule. Mon propre ridicule. Je ne dis pas que le monde est ridicule, mais ensuite on projette ce ridicule sur le monde. Mais la première sensation, c'est une sensation de ridicule qui cache en fait une forme d'absurdité. Arriver au monde est quelque chose d'absurde, sur lequel ensuite on construit des raisons, du sérieux. Peut-être on construit autant de sérieux qu'on a cette sensation de ridicule. Encore une fois, on creuse un écart, on établit une distance.
Être timide, ça veut dire quoi finalement? Avoir peur en fait d'apparaître à l'autre, aux autres, dans ce ridicule qu'on éprouve de nous-mêmes, dans cette absurdité. Comment faire alors dans ce cas pour créer cette distance qui va fabriquer en fait un lien avec le monde et dont on espère qu'elle va nous extraire de cette sensation de ridicule. Je pense que la peinture, c'est un moyen, en fait, pour s'extraire de cette sensation de ridicule, peu à peu, sans qu'on s'en aperçoive vraiment. Peut-être que l'art tout entier n'est rien d'autre que ça. Ça avec un cédille majuscule. Ça, cet inconscient dans lequel on baigne perpétuellement et qu'on pourrait aussi considérer comme ridicule, comme absurde, comme le sont les rêves finalement, des rêves sans queue ni tête. Qu'est-ce qui nous reste alors dans ce cas? Il nous reste l'action. La sacro-sainte action dans laquelle on va s'oublier, dans laquelle on va oublier cette sensation de ridicule une fois qu'on est engagé dedans. C'est sans doute pour cela que l'action nous coûte tant d'énergie pour la commencer. Commencer une action, le démarrage. C'est se décoller, en fait, de ce sentiment, de cette sensation d'absurdité. Et je crois qu'on n'en parle pas beaucoup, en fait, dans tous les programmes, en fait, qui parlent, en fait, de s'extraire de la procrastination. On appelle ça le manque de confiance en soi. Mais c'est superficiel comme définition du problème. Pourquoi est-ce qu'on manque de confiance en soi? Parce qu'on se trouve ridicule. Parce qu'au fond de nous, on a ce contact permanent avec la notion, en fait, de ridicule et d'absurde. Et elle est accompagnée d'une ignorance. On ne sait pas que l'autre éprouve la même chose. Parce que finalement, tout le monde éprouve cette même sensation. On l'enfouit après sous des notions de réussite, entre guillemets, c'est-à-dire que y a des personnes qui sont peut-être plus douées pour mettre en place des actions, et le fait que ces actions les mènent à des réussites leur font oublier en fait qu'elles sont parties du ridicule. D'ailleurs, ce sont souvent les mêmes personnes qui
qui vont te dire « mais tu es ridicule ». Si toi tu procrastines, si toi tu doutes, si toi tu es scotché en fait dans cette absurdité de toi-même. Je me sens seul. Ça fait fuir en fait l'autre. Ça fait fuir l'autre qui a oublié également qu'il est seul. En lui disant ça, tu lui rappelles une vérité qu'il n'a pas envie d'entendre. Parce qu'il a tout fait, en fait, pour ne plus se sentir seul. Et lui rappeler ça, lui dire ça en face, c'est comme une gifle, finalement. Évidemment, on ne s'en rend pas compte quand on le dit. Quand tu dis à quelqu'un, ben, tu sais, en ce moment, je me sens seul. L'autre interprète ça comme un appel, comme une espèce de demande implicite. Comble ma solitude. On en est incapable. C'est la même chose quand tu as terminé un tableau et que tu le montres, si tu veux, sur les réseaux sociaux, dans ton cercle d'amis, à ta famille. Qu'est-ce qui se joue là-dedans, en fait? Tu attends une approbation, tu attends d'être reconnu, comme on dit. Tu attends peut-être qu'on te dise « non, tu n'es pas ridicule ». Ce que tu fais a un sens. Ce que tu fais est beau. Ce que tu fais est intéressant. Et quand toi, tu es peintre et que tu entends ça, est-ce que ça te permet véritablement d'oublier en fait d'où ça vient? De ce ridicule. Quand j'avais des mauvaises notes à l'école, mon père me faisait sortir de la maison avec une pancarte dans le dos. Et sur cette pancarte était marqué « Je suis nul » ou « Je suis un cancre » ou « Je suis un idiot ». Et je devais aller acheter le pain, je devais aller faire les commissions avec cette pancarte en fait sur le dos. Évidemment, je me sentais ridicule. Et j'étais en colère. Une colère énorme. Contre mon père. Contre le monde entier. Contre moi-même. Cette sensation de ridicule, elle peut causer d'énormes dégâts. Elle est aussi forte que la peur de mourir, finalement.
Donc il faut une distance, il faut un écart, il faut du temps pour parvenir à comprendre en fait ce qui se passe. Devenir clown, explorer tout le ridicule. C'est ce que j'ai fait. Plutôt que de ressentir en fait à chaque fois la même frustration qui arrive par surprise, où on te dit tu es ridicule, j'ai plongé dans le ridicule. Avant qu'on me dise quoi que ce soit, je faisais des choses ridicules, sciemment. Je disais des choses ridicules, sciemment. C'était ma manière, en fait, de canaliser ma colère. Et peut-être que ça existe toujours dans ma peinture, cette colère. Cette façon d'imposer, en fait, le ridicule comme une porte d'entrée. Puisqu'elle est ma porte d'entrée avec le monde. Alors repartir à zéro, ça serait quoi finalement? Est-ce que ça serait repartir à nouveau de ce ridicule? Et plutôt que d'utiliser la colère, en faire quelque chose d'autre? Alors le mot utile, en fait, revient souvent dans toute cette démarche artistique en fait, que j'ai effectuée pendant ces 2-3 dernières années. Être utile. Avec une forme de désespérance quand même, de se rendre compte, de ne pas oublier en fait qu'à l'origine, je ne sers à rien, étant complètement ridicule. Quand je vois mes élèves venir en fait dans mes ateliers, je perds jamais ça de vue en fait. Et c'est ce qui se passe généralement, c'est-à-dire que souvent les élèves en fait, quand ils commencent à peindre, quand ils commencent à dessiner en fait, se trouvent confrontés avec cette notion de leur propre ridicule, qui est la matière même de leur blocage la plupart du temps. Donc j'ai mis en place des stratégies pour dépasser en fait cette notion de ridicule, ce qu'on appelle le lâcher-prise aujourd'hui. Il faut lâcher prise avec ce ridicule, mais la difficulté, si tu veux, c'est que lâcher prise, c'est bien, mais quelles sont les options en fait qu'on a quand on désire en fait dépasser le ridicule? Eh ben, je te l'ai dit, on a la colère en premier, pratiquement, qui arrive. Ou alors la tristesse, hein, une forme de dépression profonde qui s'installe d'un seul coup parce qu'on s'est aussi construit avec cette notion de ridicule. Souvent, les gens sensibles, hein, si tu veux, qui viennent en fait pour faire de la peinture sont des gens sensibles. Donc, ils n'ont pas mis des stratégies de dingue, hein, si tu veux, pour sortir de ça et construire leur vie. La plupart du temps, je tombe sur des gens, si tu veux, où je sens cette difficulté, pas seulement en peinture d'ailleurs.
Je crois que la majorité des gens que je rencontre d'ailleurs ont cette difficulté, qui cachent plus ou moins, qui dissimulent plus ou moins derrière un discours, derrière des mots, derrière une attitude, derrière une posture, qui fabriquent encore des personnages pour s'extraire aussi de... Je ne sais même pas si c'est le mot s'extraire, c'est pour cacher en fait quelque chose de honteux. Et cette honte, elle est très importante à comprendre et à accepter. Accepter la honte. C'est un travail aussi que j'ai longtemps fait, ça, sur moi-même. Quitte même à perdre énormément de choses dans le seul but d'expérimenter la honte. Jusqu'à me dire de temps en temps, mais tu es complètement dingue, tu as un cas pathologique, tu devrais aller voir un psychologue. Et en même temps que j'ai toujours refusé cette option. Cette aide psychologique. Parce que je voulais continuer à explorer en fait mon propre ridicule. Je voulais pas m'en sortir comme ça. Je voulais pas m'éloigner de celui-ci en me créant une nouvelle histoire à l'appui de cette aide psychologique. Peut-être que j'aurais gagné du temps si je l'avais fait, peut-être. Mais gagner du temps, souvent, ça peut être en perdre aussi. Les choses craquent, les choses qui sont mal digérées ou digérées à la va-vite ou survolées, finalement, finissent par remonter à la surface. Ça, c'est aussi une expérience dont je suis conscient. Tôt ou tard, on soulève le tapis, on découvre la poussière, on découvre tout ce qu'on a mis dessous. Explorer le ridicule, explorer la colère, ressentir tout ça, poser de la dureté, en fait, sur tout ça aussi. Une dureté qui vient, en fait, d'une forme de survie. Et aussi de l'amour vis-à-vis de mon père, notamment. Comprendre pourquoi mon père m'a infligé en fait une éducation pareille. Remonter dans sa propre histoire, dans l'histoire de mon grand-père, dans l'histoire de mes grands-parents, de comprendre ou tenter en fait d'expliquer les choses. Inventer une histoire qui soit la plus juste. J'aime bien utiliser le mot juste, hein, si tu veux. C'est pas m'inventer une histoire pour que ça fasse beau, quoi, pour que ça fasse joli, pour que je sois content de cette histoire. C'est plutôt inventer une histoire à travers les bribes de justesse qu'au fur et à mesure de l'exploration j'ai découvert.
leurs propres liens filiaux, leurs propres liens de loyauté, qui perpétuent cette dureté aussi à travers le temps. Cette idée aussi chez les hommes de ce que peut être la virilité pour eux. Aller jusqu'à penser que peut-être mon décalage provient d'une homosexualité, pourquoi pas? C'est-à-dire que dans cette panique de tenter de comprendre le ridicule, de s'en échapper en même temps, tout est possible. Et je crois que ça s'est calmé avec la lecture beaucoup. La lecture m'aidait à explorer le monde en fait d'une façon plus tranquille. Quand on est dans la lecture, on n'est pas dans l'affrontement. Et puis après, l'écriture, la peinture. Et ça a été conduit, je crois, par une sensation, un sentiment d'ignorance qui ne m'appartient pas, qui m'a été légué, en fait. Se sentir ignorant. Alors ça fait beaucoup de choses, hein. Se sentir ridicule, se sentir ignorant. Et ne pas accepter finalement cette position de victime dans laquelle c'est facile de pénétrer et de se dire, après tout, c'est de la faute à pas de chance, je suis victime. Ce personnage de la victime, je l'ai utilisé énormément également. Jusqu'au jour où on découvre en fait qu'on est responsable. Souvent même plus responsable en fait que la plupart des gens. Parce que justement, on est attentif à un tas de choses, si tu veux, où tu as l'impression que les gens ne le voient pas. Les gens sont des espèces d'éléphants qui sont dans des magasins de porcelaine. Tu leur portes une attention qui est déraisonnable. Et on te traite d'irresponsable. Voilà ce que j'avais envie de dire un petit peu dans ce cadre qui est de repartir à zéro. C'est pas une fuite. Repartir à zéro, dans ce cas, c'est plus un retour à l'origine, au zéro. Au zéro que je suis, bien sûr. Mais en n'ayant plus cette sensation, si tu veux, d'accablement. En étant le zéro qui va produire en fait le 1 et toute la suite en fait des chiffres et des nombres.
Alors je pourrais m'engouffrer dans une forme d'orgueil extraordinaire en prétendant en fait revenir à cette origine et en devenir une. Je pourrais devenir un gourou. Et ça non plus, je ne l'accepte pas. C'est la raison qui me fait aussi dire que je suis peintre et que je ne suis pas artiste. Il faudrait que j'atteigne à ce génie ou à cette folie, qui se confondent à mon avis, pour parvenir à me dire à un moment donné, allez, je suis un artiste. Il faudrait que j'arrive à me dire, prends les gens pour des cons, totalement, et dis-leur, tu es un artiste, ils te croiront. Je sais aussi que quand on élit un homme politique ou qu'on plébiscite un roi, par exemple, il devient le dépositaire, en fait, de tout cet espoir, en fait, de sortir du ridicule qu'ont les gens. C'est pour ça que, aussitôt qu'un roi ou qu'un président déçoit, on leur coupe la tête. Un artiste qui décevrait, on lui couperait pas la tête aujourd'hui. On l'ignorerait simplement. Parce que cette ignorance, finalement, elle est ce que nous faisons tous, hein, finalement. Quand quelque chose nous apparaît ridicule, que cette chose nous déplaît et que nous nous en écartons. Parce qu'on croit qu'au-delà de ça, il y a quelque chose de plus important à faire. Parce qu'on croit qu'au-delà de ça, il y a quelque chose de plus important à penser. Voilà. Je m'arrête ici pour le moment. Bonne journée. Salut.